m'en vais donner la parole au professeur Abderrahim Ngaïdé de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, historien, qui va nous parler de l'intégration à partir de la périphérie des États-nations africains. Moi, je vais essayer de partager avec vous mes soucis. Je suis en train de finir un essai sur l'intégration à partir du bassin du fleuve Sénégal, ce que j'appelle l'invisibilité et sa fonctionnalité. Je me suis amusé ce matin à regarder mon dictionnaire, puisque tout simplement au départ, je pensais que c'était un jeu de mots que je faisais, de l'intégration invisible dans le bassin du fleuve Sénégal. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que le concept pouvait servir à quelque chose. J'ai pris donc cette définition qui me semble être extrêmement abrupte en réalité et qui ne reflète pas ce que je souhaite expliquer. L'invisibilité, mon dictionnaire qui est à la maison, me dit qui par sa nature, sa taille, son éloignement échappe à la vue. Donc je retiens dans cette définition l'éloignement par rapport à ce qu'on a pensé être le centre. Et si je prends l'exemple, je prends souvent l'exemple du Sénégal, qui a été bâti autour des 4 communes, qui malheureusement encore restent empilées dans l'esprit. Je le pense fermement, puisque j'ai, dans mes enquêtes et dans mes recherches permanentes, le sentiment qu'il y a encore cette idée de 4 communes qui reste en soubassement par rapport à toutes les réalités que nous devons vivre. Cette définition me semble être donc extrêmement simple et pour ne pas compliquer donc ma démarche et surtout éviter de ne pas me retrouver dans les labyrinthes de la philosophie de Aminata et de Madame Beng, que je ne maîtrise pas très bien, je vais en prendre une haute définition qui me semble refléter la réalité que je veux analyser. L'invisibilité est là dans la définition de mon dictionnaire, mais pour moi, c'est tout ce que l'État cherche à réglementer au détriment de ce qui se passe réellement sur le terrain. Puisque l'État cherche à réglementer des zones avec ses lois, en envoyant tous ses administrateurs, mais les populations en tant que telles jouent toujours, braconnent par rapport à ces lois et mettent en place des mécanismes longtemps usés et qui leur permettent justement de naviguer tranquillement. Si je prends l'exemple, je connais le mieux l'exemple du bassin du fleuve Sénégal, j'ai un texte que j'ai publié en 2007 sur 2 tribus maures qui jouaient donc entre les 2 rives en fonction des réalités politiques et militaires, les Ehl-el-Gible et les Ehl-Ganar. Au point que Faidherbe, justement, agacé par ce va-et-vient entre les 2 rives, demanda un jour à ce que tous les Wolofs qui sont de l'autre côté de la rive, qui n'ont qu'à revenir au Sénégal, puisque sinon ils ne seront considérés comme non-sénégalais. Donc ces éléments nous permettent, cet élément d'échange permanent entre les 2 rives m'a fait penser à ce que j'ai appelé l'économie sociologique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'économie en tant que telle, il y a une économie sociologique qui s'est mise en place et qui permettait aux différentes populations justement de profiter de cette fluidité des frontières et de mettre en place des mécanismes en dehors de toute logique étatique. Peut-être aujourd'hui, dans le langage moderne des sciences politiques, on dit la privatisation des États, qui signifie une forme d'État second, mais mis en place par ces populations-là. Donc, ce questionnement que je me pose m'a renvoyé aussi à l'idée de marge. J'ai utilisé le terme marge, ça ne m'a pas du tout... ça ne m'a pas renseigné sur ce que je voulais démontrer réellement. Parce que je me suis dit, marge, je prends une feuille marginale, inframarginale, notée, et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le terme marginal? J'ai eu un problème, puisque toujours me basant sur mon pauvre dictionnaire, malheureusement je n'ai pas un dictionnaire de philosophie, j'ai peut-être emprunté un jour avec madame, pour que je puisse renforcer l'idée que je suis en train de développer dans cet essai-là, qui sera peut-être prêt dans quelques mois, si tout va bien. Donc, le marginal est considéré comme en marge de la société, qui n'est pas bien intégré au groupe social, ni soumis à ses normes. Si je fais une extension, je me dis que les populations qui sont à cette périphérie
ne sont pas intégrés dans l'État, là la société devient l'État. Je transforme l'explication que me donne mon dictionnaire, je mets au niveau de la société et le groupe social, l'État en tant que tel. Puisque tout simplement, le Haalpulaar que je suis est écartelé entre les deux rives. Et on a parlé tout à l'heure des langues nationales, la valorisation des langues nationales, et j'ai bien aimé la conclusion de Madame Beng, la restauration de la conscience. Aujourd'hui, le débat dans mon pays d'origine, c'est justement la langue. Aujourd'hui, nous sommes obligés presque, il y a eu une manifestation, je pense, hier, des étudiants mauritaniens ici à Dakar, puisque tout simplement, l'arabe est en train de revenir avec force et qu'il faut imposer la langue arabe comme étant un élément central dans la construction de l'État mauritanien et de l'État-nation mauritanien. Donc, en se disant en remplaçant société par État, je me dis que les populations qui sont à la marge de l'État sénégalais, de l'État mauritanien, que ce soit au nord ou au sud, j'ai eu la chance de faire les deux périphéries, puisque ma thèse porte sur la région de Kolda, qui est une région périphérique. J'ai eu la chance donc de naviguer entre deux périphéries et traverser le centre et le comparer avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc si on prend l'État comme étant, le groupe social comme étant l'État, les populations ne suivent pas les normes édictées par l'État en tant que tel. Elles le suivent, mais tout en essayant aussi de contourner quelque part pour échapper à ce qu'on a entériné, que le docteur en a parlé tout à l'heure, l'esprit de Berlin, où balkanisation est mise en place de frontières dites intangibles, entérinées par les pères de la nation, entre guillemets, mais les populations trouvent toujours des moyens pour continuer à vivre cette ligne presque imaginaire et bien intégrée dans leur réalité. Donc, la sentence est dite, quand je prends ce terme, pas bien intégré, car tiraillé entre deux légitimités dites souveraines et qui suivent des politiques d'encadrement différentes, pour ne pas dire divergentes, en fonction des intérêts et des soucis de l'élite. Et cela est frappant quand on prend l'exemple de la Mauritanie en tant que telle. Voir que Demet, qui est mon origine normale, et Bogué sont inséparables, c'est pas possible. Parce que je l'ai vécu tout simplement durant les événements de 89, jusqu'en 92, avant l'ouverture des frontières. Les populations continuaient à se voir et à continuer à faire un trafic intense au-delà de toute possibilité de les empêcher de continuer à vivre quelque chose comme si ça revenait comme une réminiscence de leur réalité et de leur fluidité par rapport à ces barrages psychologiques qui nous ont été imposés par nos États, qu'il faut peut-être faire éclater, je ne sais pas comment. On est en train de chercher. Je me dis que la périphérie est une marginalité par rapport à cet état-là, puisque tout simplement les mécanismes qui sont mis en place sont détournés, d'où le braconnage possible des lois. Et malheureusement, même les administrateurs tombent dans le piège du braconnage, puisque tout simplement, les trafics qui se font peut-être à Matam, pour le riz qui vient de la Mauritanie, les douaniers en profitent, le gouverneur en profite, le policier en profite. Donc il y a des lois qui sont détruites par les réalités et qui démontrent justement qu'il y a une forme de solidarité entre les populations qui sont sur deux marges et qui étaient là dès le départ. Il y a des siècles et des siècles qui étaient là, donc qui partageaient les mêmes sentiments et les mêmes réalités. Donc je reviens sur la périphérie qui me semble être l'élément sur lequel je travaille de manière très sérieuse, mon dictionnaire me dit que c'est le pourtour de quelque chose. Donc si je prends toutes ces périphéries que j'ai visitées, elles semblent être un pourtour. Mais tout d'un coup, le périphérique est venu dans mon esprit, l'idée du périphérique. J'ai pensé à Paris, le périphérique, comme étant un lieu de fluidité et de circulation fluide. Et justement, les frontières étatiques fonctionnent comme des lieux, comme des périphériques. Malgré tout ce qu'on peut dire, et malgré toutes les lois qui sont édictées pour limiter le mouvement des populations, même si la CEDEAO a des problèmes actuellement, je pense que c'est une réalité. J'ai vu pas mal d'éléments
à la télé qui démontre que la circulation des personnes pose problème. Même s'il y a 2 ans, en 2007, je pense qu'il y a une réunion ici qui s'est tenue ici à Dakar sur la faisabilité de la circulation des personnes et des biens qui pose actuellement problème. Mais dans les périphéries, cette fluidité existe encore et a toujours existé malgré tout ce qui se passe. Imaginons aujourd'hui que le conflit casamancier qui a repris il y a quelques temps, aujourd'hui, ce matin, on nous dit que les rebelles se trouvent en Guinée. Donc, malgré la surveillance stricte des frontières, il y a toujours possibilité de trouver un moyen d'échapper à la réalité de cet État, puisque tout simplement, ces populations qui vont vers les autres périphéries trouvent leur compte, puisqu'elles ont des liens de ce que j'ai appelé l'économie sociologique, qui fonctionne extrêmement très bien, qui fonctionne très bien, au point que ça déroute nos consciences. Donc, je vous présente ici quelque chose qui est à l'état de projet en réalité, mais qui peut nous permettre, et je pense que le docteur a dit que Cheikh Anta Diop nous a dit de prendre des hypothèses et les plus audacieuses. Donc, mon audace se situe à ce niveau de spéculer autour de ces notions pour les détourner du canevas dans lequel on les a mis, le dictionnaire qui est presque notre Coran. Donc j'essaie de tordre ces notions en essayant de leur donner un autre sens qui, si j'y arrive, avec l'aide des philosophes qui sont tout autour de moi ici, si j'arrive à spéculer sur ces notions, je pense qu'à partir d'éléments historiques, nous pouvons mettre en place une connaissance de ces réalités-là. Et un autre élément sur lequel je travaille beaucoup depuis quelques années, depuis peut-être une dizaine d'années, c'est aussi d'attirer l'attention de ceux qui travaillent sur l'intégration africaine sur un élément complètement marginalisé, qui est le stéréotype. Et tous ces rapports heurtés qui sont emmagasinés de manière psychique, qui sont là dans nos têtes. Par exemple, l'idée, même à l'intérieur même du Sénégal, Alpulaar et le Wolof ont des stéréotypes qui essaient de les canaliser et qui sont des marqueurs d'identité extrêmement rigides et sur lesquels les gens ne travaillent pas, puisque tout simplement c'est mis dans les tiroirs de la futilité, alors que ce n'est pas du tout de la futilité, c'est une réalité présente. Le Niag par rapport aux Sénégalais, bon, je pense que le travail que je fais avec Abadi m'a permis de comprendre énormément de choses depuis Saint-Louis, l'organisation des étudiants, comment tout a été renversé à un moment donné dans les années 50, puisque tout simplement il fallait que les Niag ne soient pas meilleurs que les Sénégalais. Des éléments comme ça qui entrent dans le cadre d'une réflexion qui va me permettre de comprendre comment se fait-il qu'on n'arrive pas encore à s'entendre sur le minimum possible, c'est-à-dire de nous accepter. Et là, j'ouvre une fenêtre sur l'altérité, un thème qui a été très bien traité par des gens plus à même et plus calés que moi, mais je pars de mes principes, de mon matériau pour mettre en place aussi quelque chose qui puisse participer à la mise en place d'une science et d'une restauration de la conscience africaine. Donc, je débouche sur des questionnements. Je me dis que ce sont donc ces différentes fonctionnalités, la marge, l'invisibilité, la périphérie, et ces différentes fonctionnalités qui, dans une mesure ou dans une autre, qui n'ont pas été prises en compte pour apprendre ce que les populations savent mieux faire, l'échange, sans aucun formalisme étatique et sans considération de ses limites, frontières, qu'elles pratiquent sans faire attention aux bornes, tellement leur imaginaire et leur pratique quotidienne jurent d'avec ces nouvelles réalités géographiques. Et donc, à ce niveau, je me suis posé des questions peut-être des questions ouvertes qui vont me permettre d'approfondir la réflexion. Comment, dès lors, articuler ces lieux mouvants, je les considère comme étant des lieux mouvants, ces réseaux qui se tissent et ces territoires qui se dilatent à l'intérieur de frontières décrétées intangibles. Parce qu'en réalité, moi, en tant qu'Alpulaar de la vallée du fleuve Sénégal de Bogué, je suis de 2 mètres, puisque mon territoire est complètement éclaté. J'ai l'habitude de raconter une anecdote. Mon feu grand-père maternel, un vieux militaire revenu de la guerre,
et qui est mort dans les années 80, dans son lit de mort, a demandé à ce qu'on l'enterre à Demet. Il dit, mais on comme ce monsieur-là, il va nous fatiguer. Il y a un cimetière ici. À Bogué, on n'a qu'à l'enterrer, mais il voulait être enterré auprès de son père. Je ne comprenais pas, puisque j'étais justement un jeune encore, n'ayant pas le recul nécessaire pour comprendre qu'il me donnait là 2 leçons, une leçon de géographie et une leçon de sociologie. La leçon de géographie, c'était pour me démontrer que le fleuve Sénégal n'est pas du tout une frontière. Et la leçon de sociologie, puisque tout simplement, il devait être enterré près de son père, mon arrière-grand-père, et que peut-être la porte de la félicité se trouvait plus au Sénégal qu'en Mauritanie. Comment donc saisir cette part d'imaginaire, ce langage de la territorialité qui défie les logiques étatiques et qui tente de mettre en place une autre forme du social qui n'a jamais été démentie sur la longue durée. Parce que je pense qu'il y a une forme du social, même si elle était là dès le départ, qui a été malmenée quelque part, mais qui est en train de se reconstruire sur d'autres bases. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que le conflit sénégalo-mauritanien de 89 a été traumatique. Mais quand je suis arrivé au Sénégal pour continuer mes études, je n'ai plus eu de rapport traumatique avec l'événement. J'ai eu un rapport scientifique avec l'événement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment on pourrait reconstruire, malgré ce background de sang et de meurtre, pour comment se fait-il qu'on puisse encore aujourd'hui aller circuler entre les 2 pays. Et malgré tout cela, même la fermeture des frontières, ce que j'appelle la fluidité confrérique, c'est maintenu aussi. Parce que même avec la fermeture des frontières, les gens venaient quand même à Kaolack ou à Nimzat pour prier, et puis les autres allaient en Mauritanie pour aussi répondre à l'appel de leur marabout et mettre en place ce mécanisme en contradiction flagrante avec la fermeture des frontières décidée par les États. Nous sommes donc interpellés en tant que chercheurs, et je veux dire en tant que citoyens, comme l'a dit tout à l'heure, m'a marché sur la langue en présentant tout à l'heure, je veux dire en tant que citoyens tout court, de rendre compte de ces réalités diffuses qui créent et recréent des lieux qui deviennent comme des laboratoires de reconstruction non seulement des identités transétatiques, mais aussi transethniques, et qui font émerger dans ces périphéries des aires culturelles, économiques et politiques. Je suivais le festival sur le Niger au Mali, à Ségou. J'ai vu Bala Moussa Dafé qui disait, voilà, qui est venu, qui organise pratiquement le même festival à Sédhiou, le festival des Mandingues. Et le directeur du festival, répondant aux journalistes maliens, a dit, voilà, on a signé des conventions avec Bala Moussa Dafé pour aller participer à son festival de Sédhiou. On a même signé un autre avec le festival de Ziguinchor. Pour vous dire tout simplement que la culture, ce bagage immatériel insaisissable, on ne peut pas l'arrêter. Il est presque des particules, quoi. C'est des particules. Si je me hasarde dans le laboratoire de M. Ouagé, je trouverai peut-être la notion qui va me permettre de voir comment cette histoire est diffusée de manière, cette culture continue encore à unir, même si c'est dans l'imaginaire. Même l'imaginaire, on vit avec l'imaginaire, je pense que c'est très important. En définitive, et là je vais finir avec, en définitive, il me semble, et c'est un truisme que de le soutenir d'ailleurs, que pour répondre aux exigences actuellement de notre époque et de celle du parrain, que je n'ai pas pu racheter ces livres, mais je n'ose pas le dire. Attends, je vais me taire. J'ai photocopié les livres puisqu'il n'y avait qu'un seul exemplaire à la BU. J'ai fait toutes les bibliothèques, les librairies pour acheter son livre et pour vous dire tout simplement que sa pensée est en train de disparaître. Et il faut qu'on la sauve. Il faut qu'on la reproduise de manière permanente et il n'y avait qu'un seul exemplaire. Un seul exemplaire des fondements. Donc il faut qu'on remette au goût du jour ces idées pour qu'on puisse, nous jeunes qui sommes nés juste après les indépendances, nous avons eu la chance de côtoyer ces idées de très loin, mais les jeunes qui viennent après nous, je pense qu'ils auront des problèmes pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'unité africaine d'ailleurs. Je pense qu'ils auront même des problèmes pour comprendre. Est-ce que c'est une nécessité de s'unir? C'est ça le problème actuellement. Donc pour nous, pour rejoindre l'idée du parrain, il nous faut donc, à mon avis, renforcer les études pluridisciplinaires afin de sortir du schéma purement économiciste et politique dans lequel nous semblons être emprisonnés.
je prends 2 exemples. Hein. Je viens tout juste de quitter un collègue qui veut publier un texte sur la Casamance. Mais c'est un archéologue. Et essayer de démontrer quelque chose qui me semble être important. J'ai fait rapidement, parce que c'est à l'état de brouillon. Et je lui montre mon dernier texte sur la Casamance. Identité ethnique et territorialisation en Casamance, sorti au mois de décembre dernier. Même dans nos départements, on ne se voit pas. Même dans nos départements, les enseignants font la même chose et ils ne connaissent pas ce que l'autre fait. Badondoy qui vient de sortir, nous avons publié ensemble, enfin nous avons publié dans le même numéro de Annales, presque le même texte. Je travaillais donc sur la continuité historique et tentative d'homogénéisation, les périphéries étatiques à l'épreuve du XXIe siècle. Il a fait pratiquement le même texte. Quand je l'ai lu, je l'ai appelé « Mais tu as volé mon texte ou quoi ?» Donc tout simplement pour dire qu'il y a une forte nécessité pour qu'on puisse vraiment rejoindre le professeur Ouagué sur l'économie du savoir, qu'il y ait une transversalité des études, pour qu'on puisse, chacun d'entre nous... Je suis historien, hein, mais je taquine la philosophie. Et je le disais à mon ami Boubé Namewa, on a présenté un jour le même texte dans un même séminaire, et on l'a représenté encore le même texte, pratiquement le même texte, à Tanger il y a une année. Donc je pense qu'il y a une nécessité forte pour que nous, jeunes qui arrivons actuellement sur les marches de l'université, essayant de faire carrière sans être carriériste, nous souhaitons qu'il y ait vraiment cette synergie et que nous mettions en place des passerelles entre les différentes disciplines pour qu'on puisse rejoindre Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, on a dit que c'était un savant, historien au départ quand même, un peu de philosophie, et le carbone 14. Donc nous aussi, en tant que jeunes historiens taquinant un peu la philosophie, je me hasarde sur des champs qui me permettent justement de saisir mon objet de réflexion. Et l'élément fondamental, je pense qu'en 2007, j'ai fait un rapport pour le CRDI sur l'identification des acteurs d'intégration. Dans la conclusion, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une forme d'harmonisation de l'enseignement de l'histoire et de la culture. Pour les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui, elles ont besoin en réalité d'avoir un programme commun pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de rupture dans l'histoire de cette sous-région. Le royaume du Mali s'étendait jusqu'au monument de la Renaissance. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une continuité historique qui est encore là, hein, qui est portée, mais souvent elle ressurgit. Elle ressurgit puisqu'on ne peut pas tuer cet être imaginaire qui est en nous et qui a vécu des siècles durant sans souffrir carrément de ces frontières devenues intangibles. Je suis le produit, malheureusement, et l'exemple type de celui qui a vécu la frontière comme étant une déchirure. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'est cicatrisé et il n'y a plus de traces possibles pour comprendre que je suis déchiré. Je ne suis pas du tout déchiré, je suis un Africain. La notion d'intégration invisible mise en place. Et je crois que le concept d'invisibilité ici a un sens véritablement, a une dynamique opératoire ici que nous avons vu à travers l'exposé et qui a été défini comme ce que l'État cherche à réglementer, contrairement à ce qui se passe réellement. Et on se rend compte peut-être que cette intégration invisible est l'espoir de la réalisation de l'intégration. Elle fait la force finalement de l'intégration puisqu'elle est à la base au niveau des populations. À une autre occasion, vous nous aviez montré aussi concernant l'espace comment l'émigration se traduit en termes d'appropriation finalement de l'espace en redonnant à un espace étranger des noms auxquels nous sommes habitués, des noms qui nous renvoient à nos villages, à nos habitations. Et je pense qu'il est important d'avoir mis tout cela, cette invisibilité, en rapport avec cette fluidité et ce que vous avez appelé les lieux mouvants
et qui s'oppose à la rigidité des frontières qui se trouvent sur le papier et qui ne traduisent pas finalement la réalité ni le vécu des populations, parfois situées de part et d'autre de la frontière et qui pourtant se sentent comme appartenant à la même dynamique, au même être et à la même culture. Je vais donner, Madame Cissé, vous avez vu que j'obéis à votre consigne, je n'interromps pas les présentateurs, donc je vais me tourner vers le professeur Sall, Alioune Sall, de la Faculté des sciences juridiques et politiques, qui va nous parler maintenant des principaux défis de l'intégration aujourd'hui. Professeur, vous avez la parole. Je voudrais très rapidement évoquer 3 questions qui me paraissent souvent revenir dans la pensée du professeur Cheikh Anta Diop, qui me paraissent intéressantes à plusieurs égards et qui touchent aujourd'hui le processus d'intégration en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question même du fait de l'intégration dans l'histoire africaine. Le professeur Cheikh Anta Diop était historien. L'histoire africaine est hantée par l'idée d'unité, sans doute comme nulle part ailleurs, ou alors comme uniquement en Europe. Je crois que l'Europe et l'Afrique partagent cette caractéristique. On ne la trouve pas en Asie, on ne la trouve pas nécessairement aux Amériques. Et quand je parle des Amériques, je parle des Amériques, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Je pense que la quête de l'unité, la hantise de l'idée d'unité n'existe dans cette force qu'en Afrique et en Europe. Et donc, le fait de l'intégration dans l'histoire. Premier point. Deuxième point. Je pense que c'est intéressant d'étudier, de se pencher sur la pensée du professeur Cheikh Anta Diop. Évidemment, j'aurais dû commencer par là, c'est toujours délicat de faire parler quelqu'un qui n'est pas là. Et donc, je m'excuse par avance si je sollicite sa pensée au-delà de ce qui est raisonnable. Mais enfin, je pense que je serai relativement raisonnable. Et donc, dans un deuxième temps, je voudrais aborder la question de l'autonomie, de la voie de l'autonomie dans l'intégration. Y a-t-il une voie africaine de l'intégration, n'est-ce pas? Et puis, en troisième et dernier point, je voudrais m'intéresser au modèle de gouvernance de l'intégration, dans l'intégration africaine. Au fond, quel est le schéma que nous voulons? Quelles sont les institutions que nous voulons? Voilà. Bien. Évidemment, encore une fois, je ne voudrais qu'agiter ici des sujets de réflexion. Et de réflexion que nous pourrions mener ensemble. Je ne prétends pas donner des réponses. Je ne prétends pas percer le voile d'une pensée qui me paraît infiniment riche et que dont je ne suis pas en mesure d'exposer toutes les subtilités pour le temps qui m'est imparti ici. Donc je voudrais avec vous soulever quelques problématiques, quelques sujets de réflexion très généraux. Et donc d'abord, la question du fait de l'intégration dans l'histoire africaine. Je disais tout à l'heure que c'est un point qui me paraît très intéressant et au fond qui est une sorte d'obligation à laquelle est soumis tout historien africain. J'ai dit tout à l'heure que la quête de l'unité était une sorte de promesse, au sens vraiment fort du terme, dans notre histoire africaine. À partir du moment où nous avons été, comme dirait l'autre, balkanisés, où nous avons été divisés, où la communauté des destins, au fond, ne fait pas problème sur toute l'étendue du continent africain, je pense que la question de l'unité est une sorte de pensée presque lancinante dans notre histoire. En tout cas, c'est une préoccupation presque perpétuelle. Et donc, quiconque s'intéresse à l'histoire est amené à s'intéresser à la question de l'intégration de l'unité. Le professeur Cheikh Anta Diop s'y est intéressé. Il s'y est intéressé d'abord dans son œuvre, je crois, de manière générale, et puis il s'y est intéressé également d'un point de vue qui me paraît assez intéressant. C'est qu'il a pensé l'intégration, où il a pensé, je cite une expression qui se trouve dans les fondements culturels et économiques et culturels d'un État fédéral en Afrique noire. Il parle d'une mission historique pour l'Afrique de l'Ouest dans le processus de l'intégration en Afrique. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Ça, il l'a dit en 1960. Au moment où paraissait la première édition de l'ouvrage. Ça me paraît intéressant parce que 20 ans après, 19 ans après, 1979, au moment où on pensait la méthode de l'unité ou de l'unification de l'Afrique au sein de l'Organisation de l'Unité africaine,
on a mis en place un plan dont on a parlé tout à l'heure, le plan d'action de Lagos, dans lequel on avait, élaboré un schéma pour l'intégration, en disant qu'au fond, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'unité continentale devait passer par une unité des ensembles sous-régionaux. C'est une option qui avait été dégagée dès 1963, je reviendrai là-dessus rapidement. Et donc, la stratégie a consisté, au sein de l'OUA, à dire que chaque sous-région en Afrique, Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord, devait être munie, si je puis m'exprimer ainsi, d'une organisation qui devait réaliser son unité, et par la suite, l'unité continentale pouvait être alors réalisée. Et dans la distribution de ces tâches, si je puis m'exprimer ainsi, on n'avait prévu aucune organisation on n'avait pas parlé de l'Afrique de l'Ouest d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on avait presque, présumé que l'Afrique de l'Ouest avait dans une large mesure réalisé son unité. Et sur ce point, je trouve, 20 ans après les premiers écrits, l'écrit du professeur Cheikh Anta Diop, je trouve que c'est relativement intéressant. Au fond, ce n'est pas qu'une coïncidence historique. Je pense que c'est un point de vue qui peut se nourrir des données de l'histoire même. En effet, si l'on se penche sur cette histoire africaine, sur l'histoire de ces diverses sous-régions, on se rend compte qu'incontestablement, l'Afrique de l'Ouest a une avance qui se vérifie encore aujourd'hui. Le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest a une avance qui se nourrit sans doute d'un certain nombre de racines historiques. Je pense notamment aux grands empires dont le professeur Cheikh Anta Diop a parlé dans l'Afrique noire précoloniale. Il s'est beaucoup intéressé aux frontières des anciens empires. Et il y a eu, dans l'espace ouest africain, des empires qui avaient réalisé cette unité de manière relativement précoce. Je pense évidemment à l'empire du Mali, mais à un moment où en Occident, l'État n'était pas encore tout à fait établi. C'était au Moyen-Âge, quasiment. On avait réalisé un empire qui avait transcendé un certain nombre de frontières, aujourd'hui nationales, et où il y avait même, c'est le professeur Kizerbo qui dit ça, dans son histoire de l'Afrique noire, où il y avait même non seulement une liberté de circulation, mais il y avait même une monnaie unique. Je ne me souviens plus de l'espace dont il parlait exactement, des limites territoriales de cet espace, mais c'est un espace qui se situait en Afrique de l'Ouest. Il y avait une monnaie unique aujourd'hui qui s'étendait, dont la validité temporaire et dont la validité spatiale couvrait aujourd'hui, s'étendait au-delà de non-États aujourd'hui. Et donc il y avait, au moins de ce point de vue-là, une forme de réalisation relativement précoce de l'unité dans l'espace ouest africain. Et c'est assez curieux, non, maintenant c'est compréhensible, mais il est prémonitoire qu'en 1960, le professeur Cheikh Anta Diop, donc 20 ans avant la première stratégie de l'OUA à cet égard, parle du rôle pionnier de l'Afrique de l'Ouest. Ça me paraît intéressant de ce point de vue. Alors, la pensée du professeur Cheikh Anta Diop me paraît également intéressante j'essaie d'aller vite. Bon, la pensée du professeur Cheikh Anta Diop me paraît intéressante si l'on se penche sur la question de la recherche de l'autonomie dans le modèle d'intégration que nous voulons en Afrique. Elle me paraît intéressante pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de position qui est très nette dans l'œuvre de notre parrain. C'est celle qui consiste à dire qu'au fond, c'est un débat que connaissent tous les espaces du monde qui ont un projet d'intégration. Ça consiste à dire, réalisons d'abord l'unité politique, avant éventuellement une unité économique. On sait que sur cette question, il y a beaucoup de points de vue, des points de vue divergents. Si vous prenez un modèle d'intégration comme celui de l'Europe, il a consisté à réaliser d'abord l'unité économique. C'est 1957, après il y a eu tout ce qui suit. On connaît l'acte unique européen de 86, le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Nice. Et c'est avec le traité d'Amsterdam, 1992, 1957, le premier traité, qu'on a commencé à penser l'unité politique de l'Europe. Donc la stratégie consistait en Europe, à partir de l'économique, pour réaliser l'unité politique. Le professeur Cheikh Anta Diop a un point de vue différent. Il dit, si ma mémoire est bonne, dans les fondements d'un État, les fondements économiques et culturels d'un État en Afrique noire, il dit qu'il faut faire basculer définitivement l'Afrique noire sur la pente de son destin fédéral. Donc son option était très claire. C'est une option qui avait été soutenue par un certain nombre de chefs d'État. Au moment où on crée l'OUA, il y a eu un débat à cet égard, 1963, à Addis Abeba. Il y a eu notamment deux camps.
Il y a un camp qui a qui a soutenu la thèse de l'unité immédiate de l'Afrique. C'était par exemple la position du président Sékou Touré, c'était la position de Kwame Nkrumah. Et puis il y a un autre camp qui a dit non, on ne peut pas tout de suite aller à l'unité politique, réalisons d'abord, et par l'économique, l'unité sous-régionale, suprégionale, ensuite nous verrons pour l'unité régionale, je veux dire continentale. Et finalement, il y a eu des débats assez animés à Addis Abeba. La doctrine de l'organisation de l'unité africaine a été fixée à Dakar. 3 mois après, c'était au mois d'août 1963, on s'est réunis à Dakar, enfin les ministres des Affaires étrangères, et ont défini les conditions dans lesquelles on devait articuler les projets sous-régionaux avec le projet d'unité continentale. Je ne reviens pas, il y avait 3 conditions qui avaient été posées, je n'entre pas dans les détails pour cela. Et donc, manifestement, sur ce point, le politique, si je puis dire, a pris des positions qui s'écartaient un peu de celles du professeur Cheikh Anta Diop. Mais ça me paraît intéressant, la position du professeur Cheikh Anta Diop. Pourquoi elle me paraît intéressante? Parce qu'au fond, au moins, il y a un certain nombre de données de l'histoire qui ont tendu à accréditer sa thèse. Quelles sont ces données? J'en citerai 2 avant d'aborder les derniers points de mon propos. D'abord, c'est un fait qu'il y a une hypothèque qui a pendant longtemps pesé sur l'unité des États en Afrique et que cette hypothèque est restée longtemps liée aux conditionnements territoriaux, nationaux, linguistiques. Toute chose qu'on aurait pu transcender si on était allé directement à l'unité politique. C'est un fait qui a existé déjà avant 1960, qui a existé en 1960 et qui continue, enfin c'est un peu moins virulent aujourd'hui. Mais pendant 20 ans, pendant 25 ans, nous avons vécu ça. Une organisation, pour revenir à l'espace ouest africain, comme l'UMOA, et avant elle la CAO, c'est une organisation qu'on a taxée d'être une organisation, au fond, de fidèles, d'affidés ou d'obligés de l'ancienne puissance coloniale. Quand on a voulu mettre en place l'UMOA en 1994, la faisabilité, l'étude de faisabilité a été confiée, grâce à la France, à des organismes de l'Union européenne. C'est incontestable. Si la CEDEAO aujourd'hui, toujours dans notre espace, dit qu'elle est à terme, s'autoproclame, a le courage ou le cran, j'allais dire, de s'autoproclamer à terme le seul ensemble d'intégration, c'est bien parce qu'elle sent qu'elle transcende ces frontières-là, linguistiques, nationaux, culturelles, etc. Et qu'à ce titre, elle a une vocation naturelle à faire l'unité de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, incontestablement, cela a joué. Je ne parle pas de la Fédération du Mali, sur laquelle des hypothèques clairement politiques nationales ont joué et ont fait échouer d'une certaine manière, dont ils ont fait échouer le projet. C'est évident. La Fédération du Mali a échoué parce que, enfin, je n'entre pas là-dessus, il y a un certain nombre d'États qui se sont retirés du projet à un moment donné, la Côte d'Ivoire a suscité le Conseil d'entente, bref, le Conseil de l'entente contre le projet de Fédération du Mali, et puis après on se retrouve avec ce qu'on appelle une union réelle, c'est-à-dire une fédération composée de 2 États, finalement. Bien. Et donc, ces conditionnements territoriaux, ces conditionnements linguistiques, ces conditionnements coloniaux ont incontestablement retardé le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas que si on avait suivi les thèses du professeur Cheikh Anta Diop, on n'aurait pas rencontré de problème. Mais ce qui est certain, c'est que le fait de n'avoir pas choisi la voie qu'il avait préconisée, qui était sans doute aussi jalonnée de problèmes. Rien n'est simple, hein? Rien n'est simple, évidemment. Mais enfin, c'est un fait que, de ce point de vue-là, l'histoire lui a un peu donné raison. L'histoire lui a donné raison également dans cette quête d'autonomie. Si l'on se penche sur un autre phénomène qui existe aujourd'hui et qui, à mon avis, grève nos processus d'intégration en Afrique, en général, et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale en particulier, c'est le phénomène du mimétisme. C'est-à-dire le fait de recopier ce qui se fait ailleurs. Je ne suis pas hostile à ça, dans l'absolu. Il y a un certain nombre de questions, d'interpellation, comme on dit aujourd'hui, auxquelles tout projet d'intégration, quel que soit l'espace dans lequel il a lieu, est structurellement confronté. À partir du moment où nous voulons réaliser notre unité, notre intégration, nous allons connaître des problèmes comme l'Europe en a connu. Par conséquent, il ne faut pas exclure éventuellement d'importer des solutions européennes à certaines questions. Mais enfin, je pense que là, nous sommes aujourd'hui en Afrique, en général, et en Afrique de l'Ouest en particulier, allés trop loin.
dans le mimétisme, j'entends. Quand j'observe les transformations d'une organisation comme l'Union africaine, jusqu'au nom Union africaine, parce qu'il y a une Union européenne. La commission. Et depuis quelques années, il y a des commissions partout en Afrique, parce qu'il y a une commission européenne. Il y a maintenant il y en avait une à l'UMOA. Alors pour l'UMOA, c'est encore pire, hein, parce que parfois ils ont repris les traités de Rome, quoi, à la virgule près. Et ça, c'est un peu gênant, je l'ai dit, quoi, parce qu'on est un peu entre nous. Et puis c'est bon. Enfin, j'allais dire presque c'est une question de fierté personnelle. Bon. Enfin, toujours est-il qu'à l'UMOA, on a fait ça. À la CEDEAO, alors qu'on avait l'occasion de rompre avec ça, on l'a fait en 2006. Et puis aussi, comme je l'ai dit, on l'a fait dans l'Union africaine dans une certaine mesure. Et ça me paraît assez préoccupant, quoi. La quête d'un modèle qui ne soit pas autonome. Il ne s'agit pas de revendiquer la singularité pour la singularité. Mais je pense tout de même que pour ne pas avoir des institutions extraverties, nous aurions pu, un peu, quelqu'un parlait du génie des peuples, nous aurions pu faire appel un peu à notre génie propre. Surtout que ça ne me paraisse pas difficile en l'occurrence. Voilà. La question donc de la voie de l'autonomie, la question du mimétisme et de ses niveaux ou de ses degrés me paraît être une autre question sur laquelle la pensée de notre parrain pourrait être convoquée. Enfin, je voudrais en dernier point aborder la question du modèle de gouvernance. Tout à l'heure, le docteur Diallo Diop a évoqué un point qui me paraît comme ça, qui n'a l'air de rien, mais qui me paraît assez intéressant dans la pensée du professeur Cheikh Anta Diop. C'est ce projet de bicaméralisme-là, c'est-à-dire de gouvernement d'une Afrique unie par deux chambres législatives en quelque sorte, qui dans son esprit aurait sans doute la quintessence du pouvoir, représentant émanation directe des peuples. Deux chambres établies sur une base, ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes modèles, sur la base du genre. Alors, ce point de vue me paraît intéressant, pas que je partage le genre en tous ses aspects. Non, je ne le partage pas, je le dis ouvertement en tous ses aspects. Je pense qu'on peut l'introduire comme principe. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'aller à certains excès, je n'entre pas dans les détails. Je parle d'un certain nombre d'institutions africaines à cet égard. Bien, je referme la parenthèse. Ça me paraît intéressant, pourquoi? Parce que l'introduction du genre me paraît relever d'une forme de modernité de pensée dont on ne pouvait pas soupçonner, au fond, l'existence, ou qu'on ne pouvait pas soupçonner en 1960. Et ça, c'est assez moderne, quoi. C'est assez précurseur. N'est-ce pas? En 1960, c'était quand même rare. Mais aujourd'hui, on a ça dans nos institutions. Si vous allez dans une institution comme l'Union africaine, elle l'a intégré jusque dans la composition de ses commissions. Si vous allez dans une organisation comme la CEDEAO, elle l'a intégré jusque dans la composition de ses organes. Il y a même une sorte de règle non écrite qui est en train de prendre forme, qui voudrait, par exemple, excusez-moi d'en parler, mais je suis juriste, que la Cour de justice de la CEDEAO soit présidée par une femme. Il y a une sorte de coutume en voie de formation comme ça qui se fait. Et donc le genre dont nous parlons aujourd'hui, il a été d'une certaine manière évoqué par le parrain de cette journée. Et ça me paraît intéressant. Mais au-delà du genre, je crois que l'énoncé de cette règle traduit une conception qui me paraît là également assez moderne de la légitimité. Conception assez moderne de la légitimité. Et ça, c'est intéressant si on le confronte à la réalité de nos organisations d'intégration aujourd'hui. C'est quoi au fond dire que le pouvoir doit appartenir à un organe bicaméral, c'est-à-dire à deux chambres, dont l'une serait composée de femmes? C'est faire consister au moins une part de la légitimité dans la société. Et donc ne pas considérer que la légitimité est une affaire exclusivement politique. Or aujourd'hui, je crois que nous souffrons de cela. C'est-à-dire que dans l'approche ou dans la manière de concevoir nos organes, les organes de nos organisations d'intégration, nous avons encore, je crois, une vision politique hypertrophiée. Bref, je trouve que le politique, l'intégration aujourd'hui, puisque nous parlons aussi de ça, reste une affaire trop politique, à mon avis, et pas assez sociale. Et de ce point de vue-là, notre perspective est en retard sur un certain nombre de choses, et notamment sur les évolutions contemporaines de la perception de la légitimité, qui n'est pas une légitimité exclusivement politique, mais qui est sociale. Et de ce point de vue-là, la pensée du professeur Cheikh Anta Diop me paraît intéressante, à l'opposé ou au rebours de nos conceptions. Et je finirai par là.
Pourquoi je dis qu'aujourd'hui, notre perception est une perception exagérément politique, ou que nous avons une conception de la légitimité, une conception qui ne me paraît pas ouverte? Premièrement, parce que la réalité du pouvoir dans nos institutions d'intégration appartient à des organes politiques. Si vous prenez une organisation comme la CEDEAO ou l'UMOA, ou l'Union africaine, elles font place en principe dans leur fonctionnement à la participation de ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la société civile. Mais celle-ci est absente dans les faits. Et donc il y a une politisation qui me paraît extrême du processus d'intégration, qui se traduit dans la forme la plus visible et la plus spectaculaire, et cette sorte de superpuissance ou de surpuissance des organes qui, aujourd'hui, regroupent nos chefs d'État et de gouvernement. Nos chefs d'État et de gouvernement. Et ça, c'est assez curieux. D'abord, ça traduit une forme d'importation du modèle national. C'est-à-dire que, comme dans les États, les présidents sont surpuissants, on a pensé, j'allais dire presque leur faire plaisir, en transposant le modèle constitutionnel de gouvernement dans les organisations internationales. Et ça, ce n'est pas nécessairement efficace. On croit leur faire plaisir, on dit presque partout que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui représente ce qu'il y a de plus politique, est l'organe suprême de l'organisation. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, organe suprême. Mais ce qui est surtout préjudiciable, je crois, à l'efficacité des institutions. Parce qu'un organe aussi lourd ne peut pas piloter des processus d'intégration. Ce n'est pas possible. Un organe qui se réunit une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, qui se réunit 2 jours, 48 heures, elle ne peut pas être un organe suprême d'une organisation qui tend à réaliser une intégration dont on dit qu'elle doit descendre jusqu'au niveau des peuples. Ce n'est pas possible. Une organisation comme l'Europe n'a pas connu de chef d'État et de gouvernement. Non. L'Europe, qui est un modèle, qui est aujourd'hui le modèle, il faut bien le constater, le modèle le plus achevé d'intégration, et qui exerce à ce titre une fascination, pas simplement sur les organisations africaines, mais sur les organisations américaines ou d'ailleurs, l'Europe a fonctionné de 1950, si je remonte loin, je pense notamment à la création de la toute première organisation, Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1954, jusqu'en 1962, même pas 79. 79, c'est une réunion informelle. C'est à partir de 1985, c'est-à-dire 30 ans après, quasiment, que les chefs d'État et le gouvernement sont apparus dans le dispositif institutionnel. Et donc, une organisation, notamment, peut parfaitement fonctionner sans chef d'État et de gouvernement. Et je pense que nous gagnerions à cet égard à... Non, mais j'ai rien contre les chefs d'État et de gouvernement. Mais c'est juste une question... C'est juste une question d'efficacité. Et donc, cette sorte d'accaparement de la légitimité politique dans nos organisations me paraît être en décalage, pour ne pas dire plus, avec la pensée de notre parrain. Et puis, tout dernier point, je pense qu'aujourd'hui, une conception moderne de la légitimité de nos organisations passe par la pédagogie. Excusez-moi, je suis obligé de dire les choses, je suis juriste, passe par la pédagogie des normes et du droit qu'elles produisent. Au fond, les processus d'intégration sont des processus très juridictionnalisés, très hantés de droit, mais également très juridictionnalisés. C'est à travers le contentieux, c'est à travers le fait de conférer des droits et des obligations aux personnes que nous sommes et dont on nous dit quels sont les acteurs principaux ou les actrices de l'intégration, c'est à travers la reconnaissance de droits, le jeu du contentieux, que le processus de l'intégration se développe. Voilà. Et aujourd'hui, manifestement, il y a un problème à cet égard. Nous ne sentons pas assez les organisations d'intégration. Ce n'est pas toujours leur faute, hein. C'est parfois leur faute. C'est parfois notre faute d'universitaires, qui ne travaillons pas assez sur ces matières-là et qui ne les portons pas assez à la connaissance du public. C'est parfois la faute de nos gouvernements. Bref, les torts sont partagés. Mais je pense que l'un des défis majeurs des processus d'intégration aujourd'hui, c'est le défi de la pédagogie de leurs droits. Il faut que nous sentions davantage que l'intégration concerne nos vies, nous concerne. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques propos que je voulais tenir. Merci infiniment, professeur, pour ce propos très structuré et très riche. Permettez-moi, avant de revenir de saluer la présence de M. Diallo, non pas
pour son rôle dans la vie politique de notre pays, mais parce qu'il est mon aîné au lycée Louis-le-Grand et que c'est un devoir pour moi de saluer sa présence. Voilà. Donc vous nous avez brillamment montré que l'Afrique de l'Ouest semblait en avance finalement pour ce qui concerne l'intégration, et cela me faisait penser aux traditions dont on a beaucoup parlé, qui consistaient tout simplement, lorsqu'on entend parler d'un homme de science, quel que soit l'endroit où il se trouve, on peut aller le trouver, s'installer chez lui et profiter de sa science et rentrer au moment où on va le juger opportun. Ce qui signifie que les distances, les frontières, les différences sont des sources d'enrichissement, et ce qui signifie aussi que ce qui appartient à un autre Africain m'appartient aussi et que je dois aller le chercher partout où il se trouve. Et ces traditions étaient très présentes dans l'Afrique de l'Ouest en particulier. Vous nous avez montré la nécessité, et la voie est déjà tracée par le parrain, la nécessité de choisir une autonomie dans la recherche de l'intégration africaine. Il nous appartient de chercher de manière autonome donc le modèle d'intégration que nous voulons pour l'Afrique, et vous avez montré tout ce qui plaide donc du point de vue historique, du point de vue politique, culturel, etc., linguistique, tout ce qui plaide en faveur de l'option de Cheikh Anta Diop à dire qu'en fait l'intégration doit d'abord se traduire par une unité politique avant d'aller vers la quête d'une unité économique. Vous avez regretté ce que l'on vit encore, à savoir le phénomène du mimétisme, comme si nous devons à chaque fois nous demander quel modèle nous devons copier, où se trouvent les modèles, et il nous appartient donc de trouver une voie qui nous soit propre afin d'éviter, comme vous l'avez dit, que nos institutions soient extraverties. Dans un troisième mouvement, vous nous avez présenté le modèle de gouvernance proposé par Cheikh Anta Diop, en insistant sur le bicaméralisme, en insistant sur le fait que la dimension genre était déjà prise en compte, et en nous invitant à avoir une lecture ouverte de notions importantes, d'une notion aussi importante que la notion de légitimité. Qu'est-ce qui rend légitime le pouvoir que j'exerce? Qu'est-ce qui rend légitime les décisions que je prends? Et vous avez donc montré que la légitimité n'a pas une signification exclusivement politique, ce n'est pas une affaire, comme vous l'avez dit, exclusivement politique, mais c'est aussi une affaire, peut-être non seulement aussi, mais surtout, comme diraient les latins, mais surtout sociale. Et comme vous l'avez dit, une organisation qui veut assurer l'intégration de l'Afrique doit descendre jusqu'au peuple, et le peuple ne peut pas être impliqué dans ce grand processus sans une pédagogie, la pédagogie étant le dernier point sur lequel donc vous avez axé votre propos pour montrer qu'il appartient donc d'éduquer les populations, de nous éduquer aux normes et aux droits. Voilà, donc je pense que je traduis le sentiment de toute l'assistance en disant que les communications ont véritablement été très, très riches, très enrichissantes. Madame Cissé, je vous disais tout à l'heure que je vous ai obéi en n'interrompant pas les communicateurs, mais je pense que lorsque nous allons passer au débat, nous allons peut-être devoir donc limiter le temps de parole. Donc, si vous en êtes d'accord, nous allons ouvrir les débats, donc en demandant à ceux qui vont intervenir de se présenter rapidement et de présenter de manière concise leurs contributions ou bien leurs suggestions. Encore une fois, je souhaite que nous applaudissions nos intervenants pour les remercier.